Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Pour le premier épisode de cette 2e saison, j'ai rencontré Cécile, une rédactrice-correctrice freelance de 34 ans. C'est une femme qui se définit comme cisgenre et hétérosexuelle. Elle est malvoyante de naissance. Cécile m'a accueillie chez elle, dans sa maison coquette et chaleureuse du nord de la France. Cécile, bonjour et merci de nous accueillir chez toi. Merci, bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie. Parfait. Alors, Cécile, tu as 34 ans et tu es malvoyante. Est-ce que tu peux définir exactement ton handicap? On peut dire handicap? On peut dire handicap, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, malvoyant, c'est dans la catégorie de ce qu'on appelle les déficients visuels, donc ça comprend les malvoyants et les personnes aveugles. Aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit entre guillemets rien du tout. En réalité, une personne aveugle a quand même une perception de parfois de lumière ou de couleur ou de choses comme ça. C'est pas forcément le noir complet. Moi, en tant que malvoyante, je suis la marge juste au-dessus, c'est-à-dire que c'est une très très forte myopie. J'ai un de mes 2 yeux qui est considéré comme aveugle et j'ai un œil qui, avec correction, avec lequel je vois 1/10 de ce qu'une personne valide voit. Avec correction. Une fois que je suis corrigée. Je peux pas monter au-delà de ça. Si ça peut donner une idée à des personnes qui voient, en général, ça aide à comprendre. Du coup, c'est de naissance? Du coup, c'est de naissance. Ça n'a pas évolué. Je suis née avec ça et j'ai grandi et je me suis construite avec ça. On va parler de la façon dont tu t'es construite et en particulier au niveau sexuel. Comment on se construit, comment on construit son imaginaire sexuel quand on voit pas, ou presque pas? Alors, son imaginaire sexuel, du coup, c'est vrai qu'il est pas tellement basé sur le visuel, c'est pas là c'est pas là qu'il est stimulé. Moi, je sais que je suis très très réactive aux odeurs, de manière générale dans ma vie, dans mon quotidien. C'est un sens auquel je me fie beaucoup, pour beaucoup de choses, beaucoup d'actes du quotidien, et qui, du coup, joue beaucoup dans le fait que je vais ressentir du désir ou pas, bien plus que ce à quoi va ressembler la personne en face de moi, par exemple. Je pose la question parce que je pensais au fait que moi, comme je pense beaucoup de gens de notre génération, on s'est vraiment construit avec le porno. Ouais. Enfin, en tout cas, on s'est construit avec, j'espère pas totalement, mais en tout cas, on a grandi avec. Et que ce soit les magazines, que ce soit les films. Est-ce que toi aussi? Alors moi, j'ai commencé à en consommer assez tard, en fait. Plutôt vers, je dirais vers 26-27 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, j'étais déjà tombée sur des images, mais ça m'avait vraiment pas intéressée. Pas plus que ça, et après, oui, je peux en consommer. Moi, je suis capable de voir ce qu'il y a sur un écran. C'est juste une question de distance, donc je peux tout à fait accéder à ces images. Après, c'est vrai que c'est pas mon canal préféré de stimulation, on va dire. Je vais être beaucoup plus touchée par voilà, comme je disais, une odeur. Les voix jouent beaucoup aussi, et le toucher. En fin de compte, c'est les autres sens qui interviennent en premier. On va parler de ta première fois. Est-ce que tu t'en souviens? Je me souviens de ma première fois, absolument. T'avais quel âge? J'avais 18 ans et quelques mois. Comment ça s'est passé? J'étais avec un garçon depuis quelques mois. C'était un de mes premiers petits copains, pas le tout premier, mais un des premiers. Et puis, en fait, lui, c'était sa première aussi. On était tous les deux extrêmement maladroits. C'était pas plus que ça scénarisé ou préparé. Même si ça représentait quelque chose, que ce soit la première, on n'a pas sorti les bougies, on l'a pas fait comme dans une série ou un mauvais film américain. C'était relativement spontané, hyper maladroit, très douloureux en ce qui me concerne, mais je crois qu'en fait, avec le recul, je crois que j'étais pas prête du tout, que j'en avais pas tellement envie. J'étais consentante, hein, attention, mais je crois que j'en avais pas tellement envie, en fait. Que c'était plus pour me conformer à une attente, pour me débarrasser d'une corvée, plus que par désir. Tu savais ce qui devait se passer? Oui. T'avais étudié la théorie? La théorie, je la connaissais. Ce qu'il y avait à savoir pour une première, ça suffisait, je le savais. Donc j'ai pas été surprise là-dessus, mais c'était pas un moment de plaisir, non, franchement pas. T'as pas eu de plaisir du tout? Non. Est-ce que... Ah bah non, bah... non, c'est pas toi que je Désolée pour ça.
Désolée pour toi, franchement. On va pas s'excuser auprès de lui, merde. Je suis désolée pour moi aussi. Est-ce que t'avais déjà eu du plaisir avant, toute seule? Alors, toute seule, non, parce que c'est pareil, la masturbation, c'est un truc que j'ai commencé très très tard, vers 24-25 ans, je dirais. Avant ça, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui a de manière générale pas un imaginaire sexuel très développé. Je suis quelqu'un qui a pas beaucoup, même encore aujourd'hui, j'ai assez peu de désir en fait. C'est pas du tout un moteur dans ma vie, la sexualité, c'est un truc parmi d'autres. Alors peut-être pour ça, est-ce que l'éducation catholique un petit peu, voilà, a joué? Sans doute que oui, dans une certaine mesure, j'imagine. Mais toujours est-il que le seul plaisir que j'avais pu avoir avant ma première fois, c'était des espèces de... Enfin, je décrirais ça un petit peu comme des petites décharges électriques. On ressent un truc, on sent que ça pourrait aller plus loin, que ça pourrait être plus fort, plus grand, mais bon, oui, c'est vraiment ça. Ça fait comme une petite décharge. Ça m'était déjà arrivé dans des moments, voilà, dans des moments tendres avec le copain où c'est con, hein, tu vas le sentir qui est excité contre toi. Bon, bah, tu joues avec ça, c'est ça, oui. J'avais déjà ressenti du plaisir. Est-ce que tu t'es sentie différente après cette première fois? J'étais surprise de pas me sentir différente parce qu'on en fait tellement tout un foin. À l'adolescence, on est lycéen. Moi, en plus, comme j'avais un peu plus de 18 ans, d'autres amis étaient passés par ça avant. C'était un gros sujet à cet âge-là entre nous, et enfin entre copains. Et en fin de compte, il y avait un côté un peu tout ça pour ça. Enfin, pourquoi on en fait tout un monde? En fin de compte, rien n'a changé. Je me suis pas réveillée en me disant ça y est, je suis une femme. Enfin, pas du tout. Et tu t'es pas dit que tu voulais continuer à explorer, que c'était presque un premier pas dans quelque chose? Bah non, parce que encore une fois, je crois que j'étais pas prête pour ça. Je crois que j'étais pas mûre pour ça, pas assez mature sexuellement. J'avais pas exploré moi mon propre désir, mon imaginaire, etc. J'étais pas du tout allée là-dedans, et je pense que en voulant me conformer, en fin de compte, je me suis presque un peu tiré une balle dans le pied. Il m'a fallu un moment avant de vraiment m'approprier ma sexualité. Il m'a fallu pas mal d'années. T'es restée avec lui après? C'est une histoire qui a duré en tout et pour tout, je dirais 4-5 mois, donc entre le moment où a eu lieu la première fois et le moment où on s'est séparés, il a dû se passer 1 mois ou 2. Il t'a pas redemandé pour refaire une deuxième fois? Si, il y en a eu d'autres après, mais enfin pareil, vite fait, super maladroit, franchement pas plaisant pour moi, et lui en était désolé, et en même temps... forcément, c'était un mec qui avait quasiment mon âge, il était comme un dingue et tout, et moi j'étais non mais en fait ça m'intéresse pas, ça me saoule un peu, et arrête, tu me chatouilles. Enfin bon, j'étais pas du tout dans le délire. L'histoire s'est finie, pas à cause de ça, mais c'est tout. Après, c'est quelqu'un avec qui je suis très très amie aujourd'hui, le temps a passé, et alors ça c'est rare. Et ben, on est encore très amis aujourd'hui, et on en rit souvent. Parce que c'est notre première à tous les deux, et dans notre bande de copains, tout le monde le sait, on l'a raconté à tout le monde quelques années plus tard, ça nous fait tous beaucoup rire, et parfois, comme on est des amis proches, parfois on s'en reparle de ce truc de façon vraiment intime et hyper sincère et personnelle, et on se parle de notre cheminement depuis, et c'est pour le coup, ça c'est inattendu, et ça c'est une belle surprise de la première fois. Ouais, ça t'a permis de dédramatiser du coup, parce que tu sais vachement. Comment il l'a pris. Ouais, vachement. On va faire un petit jeu, une petite pause. C'est basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, qui consiste à boire des shots, sauf que comme on est dans l'après-midi, on boira pas de shots. Mais bon, du coup, si les phrases que je te dis t'inspirent, ou tu les as déjà faites ou quoi, je t'invite à me raconter ça marche. Ce que tu as à dire. J'ai déjà sodomisé un de mes partenaires. Non, jamais. On me l'a déjà demandé, mais je suis pas très à l'aise avec l'idée. Je suis pas opposée à l'idée. Maintenant, moi, ça me fait pas kiffer. Donc, voilà. Pas d'urgence de ce côté-là, en ce qui me concerne. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. J'ai jamais tellement utilisé de matériel. Je suis hyper basique. Ça peut être aussi avec des capotes ou ce genre de trucs, hein. Ça peut être de la contraception. Ah oui, d'accord. J'ai eu un souci de craquage de capote, mais ça c'est relativement classique. Ça m'a permis de tester la pilule le lendemain et de me faire juger par la pharmacienne. C'était merveilleux. Voilà, je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive, à qui c'est arrivé. Souci avec du matériel. Je suis en train d'essayer de réfléchir, je sais pas, un liquilage ou un truc du genre. Non, j'ai rien qui me vient. Ah mais écoute, c'est plutôt une bonne chose. T'as pas une énorme galère à raconter. Félicitations, presque, j'ai envie de te dire. Non, je crois vraiment, je me blague rien. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Oh oui.
Mais mon Dieu, bien sûr que oui. Le cri du Non, cœur. mais je suis désolée, mais oui, évidemment. Enfin, À ta liste de mais- cours spécifiquement ou à des cours ou à des trucs Ah oui, ou à à des autre tâches chose, à Ouais. complètement autre chose, à ce que je dois faire demain, j'en sais rien moi. Mais attends, là je pense qu'il est à 14h10. Faut vraiment absolument qu'à la nuit je sois partie. Vite, faut qu'on se dépêche là. Faut que j'ai le temps de prendre ma douche derrière. Ce genre de truc, tu vois. Enfin, mais oui, la liste de courses, techniquement la liste de courses, oui, bien sûr. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Oui, aussi. Alors, une personne que tu connais ou une personne genre type acteur de cinéma? Je suis pas du tout dans le délire acteur de cinéma, vraiment pas. Non, en général, c'est plus quelqu'un que je connais. Je le confesse. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non, je suis très très sage. C'est vrai, c'est décevant, mais c'est comme ça. Ah mais c'est pas du tout décevant, y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse, hein. Il y a tellement une injonction à être des dingos du sexe que du coup, quand t'es quelqu'un que ça intéresse pas plus que ça... Non, D'accord, j'arrête de m'excuser. c'est une invitation à raconter ce que t'as fait, mais c'est pas forcément une injonction à avoir fait des trucs dingos. Je peux t'assurer que non, c'est chouette. Le plus important, c'est que tu kiffes ce que tu fais, la façon dont tu le fais. Tu nous as raconté qu'après ta première fois, t'as eu besoin de temps pour retrouver ton désir, ou trouver ton désir, tout simplement, et être prête et mature. Ça a mis combien de temps? Ça se compte en années. Je dirais que le moment où j'ai commencé à me réapproprier mon désir vraiment... Ça s'est fait progressivement en fait, ça s'est pas fait en un seul jour, je dis des bêtises. Ça s'est fait vraiment progressivement, au gré des rencontres et au gré des partenaires en fait, et au gré des périodes de célibat aussi, où d'un seul coup on se met en veille pendant X mois et puis d'un seul coup, même si on a personne en face, on sent qu'il y a quelque chose qui se réveille, donc on essaye de comprendre ce qui se joue. Donc ça s'est fait en des années, un petit peu à la fois. Tu racontes que du coup tu t'es mis à la masturbation et au porno vers 24-25 ans. Ouais. C'est encore lié à une étape que t'as passée. Tout ça est en lié. fait partie. Ouais. Ça en fait ça. Je le compte comme une des étapes. C'était pendant un moment de célibat? Oui, c'était pendant le moment de célibat. 2 ans de célibat font que à un moment, même si t'avais pas exploré la masturbation avant, tu finis par y arriver, quoi. T'as cherché... Il a fallu que je sois capable d'avoir du plaisir avec quelqu'un pour être capable de le reproduire seul, en fait, étonnamment. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Enfin, la plupart des parcours que j'ai pu entendre, c'est plutôt le contraire. C'est d'abord, j'apprends à me connaître pour pouvoir ensuite guider mon partenaire ou moi donner le tempo dans une relation. Moi, c'était plutôt un peu l'inverse. Je pense qu'il a fallu que quelque chose se déclenche, presque mécaniquement, en fait, que quelque chose se déclenche, qu'un truc se débloque, et puis qu'après je l'explore toute seule, et après, une fois que je me suis approprié ça, j'ai été plus maîtresse de mon plaisir avec quelqu'un. Donc t'as eu d'abord des petits prémices de plaisir avec quelqu'un. Ouais. Tu l'as cherché toute seule. Et après t'y es revenue avec quelqu'un d'autre pour pousser le truc, l'expérience. Oui, c'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce que t'as cherché comme porno? Qu'est-ce que j'ai cherché comme porno? Et comment? Enfin, je peux ne pas te souvenir de titre de film, mais... Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais essayer de t'expliquer le cheminement. J'ai commencé par lire. J'ai commencé par des espèces de petites nouvelles érotiques, de trucs comme ça. Je n'ai pas lu 50 nuances de Grey. Mais au départ, j'avais acheté un bouquin pour une amie. C'était plus un peu pour la faire sourire et parce que l'objet était très joli. En gros, c'était des espèces de contes détournés, des contes bien connus, genre Le Petit Chaperon Rouge, etc., détournés, pour en faire des petits contes érotiques et tout, et c'était vendu dans un super joli petit coffret. Je me souviens qu'on avait eu une discussion toutes les deux, parce qu'elle aussi, à l'époque, se masturbait pas, et toutes les deux, on se trouvait bizarre, et en même temps, on se comprenait, enfin, on avait beaucoup échangé à l'époque là-dessus. Et donc je lui avais offert, et avant de lui offrir, je l'avais lu. Et puis ça avait vraiment éveillé un truc. Et donc en lui offrant, je lui ai dit, je l'ai déjà lu, tu me diras ce que t'en penses, on en parlera, etc. Donc c'est d'abord né comme ça. Après je suis tombée par hasard, avant d'aller sur les plateformes vraiment hyper mainstream de streaming porno gratuit, machin. J'étais tombée une fois par mes lectures, parce que je lis pas mal de blogs féministes, etc. J'étais tombée sur le travail d'Erika Lust, sur le teaser d'un de ses films. Je te vois acquiescer, mais je pense que oui, c'est une référence qu'on doit souvent te donner. Et là, d'un seul coup, ça a un peu levé mes appréhensions par rapport au porno. Moi, le souvenir que j'en avais, c'était des images sur lesquelles j'étais tombée, avec juste des très gros plans de pénétration en mode marteau-piqueur. Et j'étais mais non, ça m'excitera, c'est pas possible.
Et là, d'un seul coup, elle intègre vraiment tellement une sensualité qui est celle qu'on a dans la vraie vie, des corps qui ressemblent à ceux qu'on peut croiser dans la vraie vie, des situations qui sont pas complètement clichés de la secrétaire ou la prof qui fait tomber son stylo. Enfin, voilà, on est vraiment loin de ce genre de scénario, et du coup ça m'a pas mal titillé, et c'est ce qui a guidé ensuite mes recherches de porno. Donc j'essaye de consommer du porno le plus éthique possible, parce que j'ai un vrai problème. Je sais que pour le coup ça peut me couper toute envie si j'ai le moindre doute. En fait, si je tombe sur une vidéo et qu'à un moment je vois le visage de la femme qui je sais pas, se crispe un petit peu, ou je perçois une fraction de seconde dans son regard un truc qui me laisse penser qu'elle est pas en train de kiffer ce qui se passe, même si c'est une fraction de seconde, ça me coupe toute envie. Vraiment, je peux pas faire abstraction de ça. J'ai besoin que tout le monde soit consentant et que tout ça se passe dans ce cadre-là. Et on aimerait bien qu'il y ait plus de gens comme toi. C'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que c'est un accès hyper facile, honnêtement. Ces plateformes gratuites, c'est facile, c'est rapide. Je dis pas que je ne consomme que du porno éthique. Maintenant, c'est une vraie réflexion que je mène depuis quelques années sur ma consommation de porno. Et ça t'excite même s'il y a que l'aspect visuel, parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais besoin d'odeur, que tu avais besoin de toucher. Est-ce que le porno, juste classique comme ça, peut te faire quand même quelque chose, peut t'exciter? Le porno juste classique comme ça peut me faire quelque chose, parce que tu vas toujours trouver un petit truc auquel t'accrocher. Tu vas toujours trouver je sais pas moi, une caresse que tu vas voir qui a l'air plus sensuelle qu'une autre, et donc ça va te faire tiquer d'un seul coup, ça va allumer une espèce d'interrupteur de désir. Après, voilà, moi je consomme du porno, c'est vraiment à viser 100% masturbatoire, c'est utilitaire. C'est bête, hein, mais je sais pas dormir, j'ai besoin de me détendre, je m'ennuie un peu, je vais aller faire une sieste. C'est dans ce genre de contexte. Ça dure pas longtemps. En tout cas, la majorité de ma consommation de porno, c'est pour ce genre de truc. Donc, je suis moins exigeante que dans ma vie, dans ma sexualité à moi. Dans ma sexualité à moi, juste le visuel suffit pas. Mais si c'est juste pour se masturber, ça fait le job quand même. Là, du coup, on parlait de ta phase de célibat qui avait duré 2 ans, tu as dit, ouais. Vers ces âges de 24-25 ans. T'as eu plusieurs compagnons, j'ai cru comprendre. Oui, au cours de ma vie, oui. Tu les as trouvés comment? Est-ce que t'as dragué par des applis, ce genre de trucs? La plupart d'entre eux, je les ai rencontrés dans la vraie vie, en cours, les amis d'amis. La plupart de mes partenaires, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait 2 rencontres sur une appli, je fais 2 rencontres sur Tinder. Voilà. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Pour les 2, ça s'est très bien passé. Et puis après, la dernière personne que j'ai rencontrée sur une appli, c'est la personne avec qui je suis depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà, c'était une très belle rencontre aussi, manifestement. Comment tu t'étais présentée sur Tinder? Comment t'avais fait ta bio? Dans ma bio, j'avais mentionné, pour faire une espèce d'écrémage, parce justement dans l'idée d'utiliser l'outil le mieux possible, pour faire une espèce d'écrémage, j'avais mentionné que j'étais féministe, en me disant ça en mettra plein de côté, et en tout cas je vais repérer tout de suite les gens avec qui j'ai pas envie de discuter, avec qui j'ai pas envie de faire de pédagogie. Je suis pas là pour ça, donc tout ça va se mettre de côté assez vite. Je n'ai pas mentionné mon handicap, parce que c'est quelque chose dont je préfère parler juste après. Alors je le fais très très tôt, hein, je le fais avant même le premier rendez-vous, si premier rendez-vous il y a, mais je le mets pas dans mon profil. J'ai la chance que en tout cas en photo ça peut ne pas se voir. Dans le quotidien, ça se voit pas trop, donc en tout cas quand on me voit pour la première fois, ça se voit pas trop. Donc je peux, c'est quelque chose dont je profite un peu. Tu l'abordes en fait assez vite, tu l'as dit. Les réactions des gens, c'est quoi sur Tinder? Alors, j'ai jamais eu de réaction méchante, de réaction. Non mais j'espère. Voilà, ce serait horrible, mais parfois un petit peu maladroite, mais de la même manière que dans la vie, c'est parfois un petit peu maladroit, et c'est pas grave. La plupart du temps, je m'offusque pas. Sauf si je suis vraiment dans un mauvais jour, et bon, pas de bol. Mais non, globalement, ça s'est plutôt bien passé. En fait, la façon dont je l'amène, c'est
comme je disais, c'est dans l'optique d'une première rencontre, où je le précise à ce moment-là, voilà, sache qu'on va se rencontrer, sache, en fait, souvent, voilà, je présente comme ça, sache que je vais arriver en avance, je serai là avant toi, volontairement, j'arrive souvent 10 minutes, un quart d'heure avant l'heure, histoire d'être la première, comme ça, on me cherche et moi, je dois pas chercher la personne. Parce qu'en fait, pour moi, arriver sur une terrasse ou arriver dans un bar, c'est très compliqué pour trouver un visage, même un visage connu, même un ami de longue date, je vais pas le trouver dans le bar. Donc je m'arrange pour qu'on me cherche. Donc du coup j'explique ça. C'est une façon d'entrer en matière et d'aborder le sujet. J'ai pas de souvenir qu'à ce stade-là, il y ait eu des questions ou des remarques particulièrement notables. Par contre, c'est une fois que j'ai la personne en face de moi et qu'on réaborde le sujet, enfin, que ce soit le mec que j'ai en face ou moi, enfin, peu importe de qui ça vient, quand on réaborde le sujet, dans les trucs un peu marrants que parfois on va me sortir, c'est haha, mais du coup, tu vois pas si je suis moche ou si je suis beau. Ah d'accord, ok, c'est encore cette question. Je sais même pas quoi y répondre. Très honnêtement, elle me désarçonne à chaque fois. Je devrais y être habituée et je devrais avoir préparé une réponse. Mais je ne sais jamais quoi répondre à ça, parce que je suis capable de trouver quelqu'un de beau ou quelqu'un de moche, même purement visuellement. C'est quelque chose que je sais faire. Enfin, oui, ça veut pas dire que t'as pas de sens critique. J'ai un sens critique, j'ai un sens esthétique, il y a des choses que j'aime, des physiques que j'aime, des physiques que je n'aime pas, enfin qui me plaisent ou non. Donc voilà, j'ai facilement cette question-là qui me désarçonne toujours un peu et qui m'agace, honnêtement. Alors c'est pas de leur faute, je pense que c'est juste un trait d'humour maladroit par mes connaissances, et donc c'est tout. Je m'efforce de pas m'en offusquer. Tu devrais foutre la pression et dire que tu les juges sur d'autres critères. Oui, c'est ça. Je vais peut-être, j'y penserai la prochaine fois. Mais donc ouais, il y a ça. Les questions qu'on me pose, souvent, ça va être... Alors, c'est plus des questions sur le handicap lui-même, donc on va me demander de préciser ce que je vois, ce que je ne vois pas, ce que je suis capable de faire ou non dans mon quotidien. Tu vois, des questions sur est-ce que tu conduis, mais du coup, ton boulot, comment ça se passait à l'école, des trucs un peu plus pratiques. J'ai des questions aussi sur l'évolution possible. Est-ce que ça s'empire? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a un mieux possible? Bah enfin, tu portes pas de lunettes, tu devrais porter des lunettes. Voilà, ce genre de truc. Et alors sur le sujet de la sexualité, c'est marrant parce que c'est un truc que je serais prête à aborder avec mes partenaires. Ils ont jamais montré tellement d'intérêt, en fait, par rapport sur cet angle-là. Sur la façon dont tu le percevais? Ouais. Sur l'impact, en fait, de mon handicap sur ma sexualité. Alors, est-ce que c'est par timidité, par gêne de leur part, parce que je pense que c'est un sujet avec lequel tout le monde n'est pas à l'aise, de parler de handicap, et de parler de sexualité, tout le monde ne l'est pas non plus, alors voilà. Combo. Petit combo de gêne chez certains. Peut-être qu'il y a de ça, je sais pas, mais... Parce qu'encore une fois, j'ai la chance que ça se voit pas et je suis plutôt très bien adaptée dans mon quotidien, que du coup, on a l'impression qu'en fait, ça change rien. Je pense que quelqu'un qui vient de me rencontrer ou qui me connaît depuis pas très longtemps a le sentiment que ça change rien. Et si, bien sûr que ça change des choses. Alors bon, du coup, on se connaît un peu, puis moi, je m'en fiche des combos de malaise et tout. Donc je vais te poser la question, évidemment. Comment ça impacte ta sexualité? Alors, ça l'impacte, donc comme je le disais, sur cette notion de désir où je pense que j'accorde peut-être plus d'importance aux autres sens que quelqu'un qui aura une vue parfaite. J'imagine, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, que d'être de ce côté-là de la barrière. Je suppose que oui. Oui, je pense que je suis, dans l'acte, on va dire, je pense que je suis aussi plus sensible à ce qui se passe sur mes autres sens. Enfin, c'est con, mais si j'ai un peu froid, par exemple, ça me déconcentre complètement. J'ai vraiment besoin que tous mes sens soient bien, soient à l'aise, si pas stimulés, en tout cas, soient pas distraits, soient pas... Et c'est vrai que j'ai remarqué, j'ai quasiment toujours les yeux fermés. J'ai pas besoin de regarder pour stimuler mon désir, pour me mettre dedans. J'ai pas tellement besoin de voir l'autre, de voir la tête qu'il fait, ou de regarder son corps, ou de regarder à quoi ressemblent nos corps l'un avec l'autre. Je sollicite pas ça. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait. C'est pas du tout une ficelle sur laquelle moi je tire. Tu préfères du coup le sexe dans le noir? Sans aller jusque là, disons, la lumière me dérange pas. La lumière me dérange pas, j'ai
Après, voilà, oui, quand même pour des questions de, tu vois, de pudeur, selon que t'es à l'aise ou pas avec ton corps, selon si t'es à l'aise ou pas avec ton partenaire, oui, la pénombre va m'arranger, va me rassurer par moment, mais je pense plus pour des questions, plus là-dessus que lié au handicap, tu vois. Je pensais plus à un truc de confort, en fait, que par exemple, la luminosité pourrait être un tout petit peu plus agressif pour toi, et que tu te sens mieux dans une pénombre. Alors, de la même manière, tu vois, que mes autres sens sont facilement agressés, ouais, c'est con, mais ouais, une mauvaise lumière. Enfin, je pense que je pourrais pas faire l'amour sous un néon. Non, mais c'est très spécifique. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Une lumière froide, une lumière dégueulasse, une lumière qui rend tout et tout le monde moche. Bah, je pense que je pourrais pas. Oui, à choisir, je préfère le noir, en fait. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Je t'avoue que c'est pas une question que je m'étais moi tellement posée, donc j'ai un peu de mal je cafouille un peu en l'abordant. Non, mais est-ce que tu as des choses que tu organises, que tu sais qui sont mieux pour toi pour avoir un rapport sexuel optimal? En rapport avec, en l'occurrence, que t'es et ton handicap, du coup? Alors, c'est pas tellement pour le rapport en tant que tel, mais c'est plus pour tout ce qui va autour. Bah, honnêtement, je préfère chez moi, parce que, en fait, t'as besoin de ton petit confort, notamment avant et après. T'as besoin de savoir où sont tes affaires, t'as besoin de, je sais pas, si t'as envie d'aller faire pipi ou d'aller prendre une douche ou d'aller boire un verre d'eau, moi, ça me rassure d'être chez moi. Ça me rassure d'être entourée de mes affaires, parce que c'est une source de stress énorme, d'être chez l'autre. Même maintenant, alors que t'es en couple depuis un an? Ouais, je suis bien mieux chez moi. En même temps, c'est super charmant chez toi, donc... Merci beaucoup. On va faire un deuxième petit jeu, on va faire une petite pause. On va parler des œuvres qui accompagnent ton imaginaire sexuel. On l'a un petit peu abordé avant dans l'émission, mais là, du coup, je t'ai demandé de réfléchir à quelques questions. Alors, le livre qui t'excite? Alors, ça n'a pas été évident de trouver des réponses à ces questions-là, parce que, encore une fois, j'accorde pas une place incroyable dans ma vie à ma sexualité et à mon désir. Bien sûr. Je me dis ça en préambule, mais... Alors, le livre, en fait, le premier truc auquel j'ai pensé, il y a un truc qui m'est arrivé quand j'avais, je pense, 15 ou 16 ans. J'étais dans une librairie avec ma maman, et elle me propose de choisir un livre, et donc, elle me dit, bah tiens, choisis là tu dois te souvenir de la collection Librio avec les livres à 10 francs à l'époque, et c'est tout des classiques et tout ça. Enfin, à l'époque, sur ce rayon-là, c'était plein de classiques et tout, donc je me dis, bah c'est l'occasion. Et puis, je regarde les couvertures, bon, voilà, en fait, je prends un bouquin au pif. Et ce jour-là, je décide de ne pas lire la 4e de couverture, genre... Allez, on va tenter un truc. Et donc, je prends un livre qui s'appelle Le Rideau levé ou l'éducation de l'or. C'est un bouquin de Mirabeau. Moi, je me dis, Mirabeau, il y a bien un moment, ce sera au programme, ce sera toujours intéressant de l'avoir lu. Je prends ce livre. Et je le tends à ma maman, et nous passons en caisse avec ces livres, le mien, et sur le chemin du retour, je lis la 4e de couverture de mon bouquin, et je vois que Mirabeau est aussi connu pour sa littérature érotique, ce que je ne savais pas. Et donc, j'ai fait acheter à ma maman un bouquin de littérature érotique à sa fille de 15 ans, sachant que c'est un sujet super tabou dans ma famille et tout, donc j'étais hyper mal de voir ça. J'espère qu'elle l'a pas lu, qu'elle s'en est pas rendu compte et tout ça. Alors, du coup, j'ai lu le bouquin. Et alors je l'ai relu depuis, il y a quelques années, je l'ai relu, je l'ai trouvé malaisant, mais alors à l'époque, il m'avait mise dans un état, mais pas possible. J'arrivais pas à m'en détacher, et alors il m'avait complètement chamboulé, ce livre. Voilà. Le film qui me fait vibrer. C'est pas tellement quelque chose qui me fait vibrer aujourd'hui, mais c'est encore une fois, je te parle plus de quelque chose qui a joué dans mon éveil, en fait. Je me souviens que le film La leçon de piano de Jane Campion, qui est un superbe film, et même chose, il m'a bouleversée en matière de désir et tout ça, il m'a chamboulée vraiment, parce que il y a pas grand chose à voir, c'est pas du tout là-dessus que ça se situe, et en fait tout le prélude qui comporte quand même il y a quand même aussi une petite part un peu malaisante, parce qu'il y a cette notion de chantage, etc. entre les deux personnages. Je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais je me souviens qu'il y a cette idée un peu de chantage, et c'est presque un peu, leur relation, elle est presque un peu violente au début, ou en tout cas très froide, très dure. Et en même temps, il y a il y a un prélude, il y a une tension sexuelle qui monte au fur et à mesure des scènes à deux, qui est complètement dingue. Et je me souviens qu'il m'a mis dans un état pas possible aussi, celui-là. Et il y a quelques années,
je sais pas, je devais avoir 22 ou 23 ans, il repasse à la télé, et puis je passais la soirée chez une amie, et ah tiens, on mangeait ensemble, tiens, ce soir, la leçon de piano passe sur telle chaîne, je fais, oh, la leçon de piano, faut absolument qu'on regarde, tu vas voir, c'est complètement fou, et tout. Et puis on le re-regarde à deux, et puis je suis désolée, enfin, dans mon souvenir, c'était plus dingue que ça. Donc je sais pas, est-ce que c'est seulement quand on le voit la première fois, est-ce que là c'était le fait de le regarder à deux avec une copine, ou du coup je me sentais, j'en sais rien, un peu prise en faute de bon, en fait c'est peut-être un peu cucu, c'est peut-être je sais pas. La deuxième fois ça m'a pas fait ça, je l'ai pas revu depuis, mais je le cite quand même comme référence parce que j'en garde un souvenir ému. Et moi je sais qu'une des scènes dont je me souviens beaucoup, enfin en tout cas c'est une image que j'ai, je saurais plus la situer dans l'histoire et tout, mais c'est où en fait au fur et à mesure elle se découvre enfin il lui demande de se découvrir pour les leçons, et où on voit la tête qui fait, le regard qui pose sur elle au moment où il découvre ses avant-bras. Genre, y a rien, elle a une robe qui lui monte jusqu'au milieu du cou, on voit pas ses jambes, on voit pas 1 cm² de peau, juste, et là on découvre ses poignets, ses avant-bras, et je trouve ça d'une sensualité incroyable. Ah mais Jane Campion, c'est la meilleure. En effet, je pense que c'est une sensualité qui parle aux femmes, et une façon de filmer la sensualité et la sexualité qui, je crois, parle plus aux femmes. C'est un peu dommage, mais... C'est quand même reconnu comme un grand film, hein. Mais c'est vrai que, ouais, le côté sensuel a plus marqué. C'est un truc qu'on voit aujourd'hui encore avec les films de Céline Sciamma, qui parlent vraiment beaucoup aux femmes. Ouais. Et les hommes, après coup, comprennent avec difficulté. C'est un dire un langage qu'ils comprennent pas. L'image qui me donne des frissons de plaisir. Ça, j'ai séché. J'ai rien à te donner, parce qu'en fait, encore une fois, l'image seule, c'est pas mon support. C'est pas mon canal. Je ressens pas grand chose quand je vois des images, c'est pas un truc qui me parle. Donc j'ai rien à dire. C'est une raison tout à fait valable. Encore une fois, on accepte toutes les réponses, il n'y a pas de mauvaise réponse. La musique qui me met le mieux dans l'ambiance. Alors la musique qui va me mettre dans l'ambiance, j'en ai plusieurs. Il y en a une première qui est la chanson de Juliette Gréco, Déshabillez-moi. Celle-là, moi quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'être une vampe. Je me sens hyper sensuelle, je me sens hyper sexy, je me sens dans la maîtrise, tu vois, dans l'appropriation de ma sexualité, de mon désir, de comment les choses se passent et tout. Je la trouve incroyable. Ce qu'elle raconte et la façon dont elle la chante. Cette chanson-là, oui, me conditionne un peu à me sentir éveillée, à me sentir aux aguets par rapport à ma sexualité. Et après, alors ça, c'est la première qui m'est venue. Et l'autre à laquelle je pense, c'est donc dans le film de Tarantino, Death Proof, il y a une scène avec une des nanas au tout début du film, il y a une scène de lap dance qui est complètement dingue. Cette fille, elle est tellement sexy, cette scène, elle est hyper sexy, et la chanson qui accompagne cette scène, à elle seule, alors je pense qu'il faut avoir vu le film avant sans doute, je l'ai découverte dans le film, mais à elle seule, en tout cas, m'évoque ces images et m'évoque cette nana. Oui, encore une fois, il y a ce côté, elle est dans la maîtrise de ce qu'elle fait, de ce qui se passe, du désir qu'elle provoque, de ses limites. Donc ouais, cette chanson, pareil, me met dans un bon état d'esprit. Et le parfum qui réveille tes sens ? Et le parfum qui réveille mes sens, c'est l'odeur de la transpiration. C'est l'odeur de la transpiration qui peut tout allumer ou tout éteindre. C'est ce que j'allais dire. Il y a des transpirations que ça va, d'autres ça va moins bien. Ouais, clairement. Mais je sais pas, il y a des transpirations où d'un seul coup, tu vas, je sais pas, t'as vachement discuté avec la personne, on s'est tourné autour, on s'est machin, il y a un désir qui a commencé à monter, puis d'un seul coup, l'odeur de ta peau me revient pas. Enfin, alors pas forcément transpiration, mais rien que la peau. Encore une fois, je suis très sensible aux odeurs, donc je sens les gens, je reconnais leurs odeurs et tout ça, et ouais, il y a des odeurs de peau qui me reviennent pas. Non, j'ai pas envie d'aller me frotter à ça. Et il y en a qui, au contraire, que je trouve rassurantes, que je trouve chaleureuses, dans lesquelles j'ai envie de me blottir. Donc ouais. Tu préfères les gens qui portent pas de parfum ? Ouais, plutôt. Je suis assez difficile en matière de parfum. Il y en a pas beaucoup qui me plaisent. Il faut vraiment pas que ça l'emporte sur le reste. De manière générale, tu vois, un déodorant trop fort, une lessive qui sent fort, un savon qui sent très fort, ça me gêne parce qu'en fait, ça vient interférer. Alors, ça participe de l'odeur de la personne dans une certaine mesure, mais quand c'est trop fort, ça vient interférer ces signaux très primaires, très animaux que moi je cherche. J'ai vraiment le sentiment d'être un animal, en allant sentir mes partenaires, mais ouais, faut pas que ça interfère ces signaux-là. Ça peut venir les compléter parce que ça te donne aussi des indications sur qui tu as en face de toi. Mais
ouais, c'est pas du tout enfin, j'ai pas le d'avoir déjà été séduite par un parfum comme dans une pub, quoi, tu vois. Oh mon Dieu, quel homme à me retourner sur un mec parce que il porte le parfum que j'aime, enfin, non. On va parler de ta dernière fois maintenant. Ouais. Alors t'es en couple depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Avec ce jeune homme que t'as rencontré via Tinder. Tout à fait. C'était quand la dernière fois? La dernière fois, c'était il y a 8 jours. C'est la dernière fois qu'on s'est vus. C'était bien? J'étais pas 100% présente. Pour être tout à fait honnête, je sais pas trop pourquoi. Je crois que j'avais un peu d'autres trucs en tête, mais j'en avais envie quand même, hein, mais c'était pas notre meilleur. En tout cas pour moi, c'était pas notre meilleur. C'était bien, mais on a fait mieux. C'était une fois planifié ou pas du tout? Planifié dans le sens où oui, quand on vit pas ensemble et qu'on se voit pas forcément hyper souvent et tout, on doute bien que ça peut faire partie du programme des moments qu'on va passer ensemble. Maintenant, c'est pas une obligation. Donc oui, c'était semi-planifié dans le sens où ça pouvait faire partie du programme. Après, non, on s'est pas vu que pour ça. Enfin, on a passé le week-end ensemble, on a fait plein d'autres trucs ensemble. Oui, c'était pas le highlight de ce week-end. Non, c'était pas le but de la rencontre. Est-ce que tu as pris du plaisir du coup, même si tu étais un petit peu éloignée de tout ça? Ouais, j'en ai pris. Encore une fois, c'est pas du tout là que j'en ai pris le plus. Maintenant, j'en ai pris. Je peux pas en prendre. C'est quelque chose qui a pu m'arriver plus jeune de tolérer des rapports, voire de les subir un peu, clairement, mais c'est un piège dans lequel j'arrive à ne plus tomber. Donc si j'en prends pas du tout, s'il y en a 0 pour moi, on arrête tout. C'est pas négociable. Et c'est une très bonne résolution. On devrait plus la prendre. Il faut quelques années pour en arriver à se dire ça. À se libérer de... Ah mais c'est ce qu'on dit en fait, que c'est un chemin pour tout en fait. C'est pas... Rien n'est évident en fait. Savoir se masturber, savoir se connaître, trouver les bonnes personnes, et puis même trouver son plaisir, c'est un truc... Je connais personne qui magiquement tout c'est venu tout seul. Non. Je fais une parenthèse par rapport à ça, enfin je rebondis là-dessus, mais j'ai le souvenir d'en avoir déjà discuté avec... Enfin voilà, j'ai plusieurs amis proches avec qui je parle de sexualité de façon assez ouverte et tout ça, et dans le lot, j'ai 2 discussions qui me viennent, une avec une copine qui est avec la même personne depuis, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont connus tout jeunes, ils étaient les premiers l'un pour l'autre, aujourd'hui ils sont mariés, ils ont des gamins, enfin c'est un très très beau couple, et elle, quand on a commencé à parler de sexualité, je me suis rendu compte qu'en fait dans son esprit, elle me percevait comme une espèce de déesse du sexe parce que j'avais eu vachement plus de partenaires qu'elle, ce qui était pas dur, elle en avait eu un. Et du coup, dans sa tête, c'était « Oh là là, non mais toi, tu dois tellement être un coup de dingue et tout. » Mais non, en fait, c'est le contraire parce que tu redémarres de 0 à chaque fois, donc je pense pas du tout être un coup de dingue. Et ça, elle l'avait pas réalisé. Et pareil, j'ai une de mes amies qui a mon âge et qui, elle, pour le coup, a une expérience sexuelle qui est très, 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 très limitée. C'est une fille qui a perdu sa virginité tard, qui a pas eu beaucoup même d'histoires, de flirts, de trucs comme ça, pas des tonnes. Et même chose où dans son esprit, c'était « Ah, mais toi, t'as eu vachement de partenaires, non, mais de toute façon, toi, t'es à l'aise, moi, je le suis pas. » Et elle me disait ça un peu comme un aveu, et « Ah non, mais en fait, non, mais moi non plus, je suis pas à l'aise du tout, hein. Il y a eu beaucoup de partenaires que j'ai pris pour les mauvaises raisons, que j'ai pris pour me rassurer, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que y a un âge aussi où je me disais bon bah il y en a un qui est d'accord quoi, vas-y profite, c'est peut-être ta chance, c'est peut-être ta seule chance. J'ai pensé ça de moi aussi, donc voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Ça fait partie de mon parcours aussi. Bien sûr. Quand tu viens de dire c'est peut-être ta chance, t'as pensé que tu pouvais rester seule ou pas trouver quelqu'un? Ouais. À cause de ton handicap? À cause de mon handicap, parce qu'en fait, donc là aujourd'hui, je porte une lentille, donc mon handicap se voit à peine. Toute mon enfance et toute mon adolescence, je l'ai faite avec des très grosses lunettes, des lunettes avec des très gros verres. Ce qui, au moment de l'adolescence, avec le regard des autres qu'on a tous subi pour une raison ou pour une autre, bon bah moi c'est là-dessus que je l'ai subi. Et du coup, j'ai longtemps pensé que jamais j'intéresserais personne, parce que c'est tout ce qu'on voyait de moi et qu'on me résumait vachement à ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Ça a été hyper dur. Et le jour où j'ai pu porter des lentilles au quotidien, ça remonte à mes 15 ans à peu près. J'ai constaté que le regard des autres avait changé sur moi, mais j'avais peine à y croire. Et je pensais que c'était très fragile et que c'était un énorme coup de bol que je puisse plaire à quelqu'un, intéresser quelqu'un sur ce plan-là. Donc ouais, il y a
je compte pas mal de partenaires dans ma vie, en tout cas dans mes premières années, où c'était pas tellement parce que moi j'étais intéressée, ou que j'avais des sentiments, ou que j'avais du désir, mais que c'était un peu, saisis ta chance parce que tu sais pas quand ça se représentera. Du coup, parce que t'as été plutôt en couple et t'as eu plutôt des relations sexuelles avec des gens qui voyaient ? Je n'ai eu que des partenaires valides. D'accord. Peu importe les handicaps, en fait, comme j'ai fait ma scolarité, que j'ai toujours évolué dans le milieu valide, du coup, j'ai pas de connaissances malvoyantes. Je connais personne qui est malvoyant ou qui est aveugle. Enfin, en tout cas, j'ai pas de proches. Parce que j'allais te demander si c'était pas, ça aurait pu être une piste en te disant c'est peut-être plus simple, c'est quelqu'un qui comprend. J'y ai déjà pensé. J'ai pas encore trouvé ma réponse à cette question, mais j'y ai déjà pensé, ouais. Parce que du coup, j'allais te demander, ton partenaire actuel, comment il aborde ça ? Il aborde avec beaucoup de simplicité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Il est pas maladroit. Les rares fois, et vraiment la chipote, mais parce que vraiment il assure là-dessus. Les rares fois où il va faire une petite blague qui va aller un tout petit peu trop loin, en général, c'est des blagues que moi je m'autorise à faire, et puis quand je l'entends dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est alors par contre non, toi t'as pas le droit en fait. Je suis désolée. Je comprends que tu la fasses, tu m'as entendu la faire, mais par contre toi non. Et toujours c'est ah ok très bien d'accord, je note, et plus jamais il la refait. Là-dessus il est vraiment très prévenant. Il pose des questions, je me sens libre d'expliquer, et après par rapport à mon handicap et dans mes relations amoureuses et sexuelles aussi, mais dans ma relation à l'autre, mieux je l'ai compris, mieux j'ai appris à le formuler, mieux je l'ai accepté aussi, plus ça a été facile de le faire comprendre aux autres, et du coup d'être dans des relations où c'était abordé de façon saine. Il a fallu que je me l'approprie aussi, ça, forcément. C'est un chemin qui s'est fait en parallèle de ta construction de femme, fatalement. Ouais, parce que ça touche d'autres sphères de ma vie aussi. Évidemment, ça touche pas que ma relation à l'autre et ma sexualité. Donc ça, c'est pareil. C'est un autre chemin sur lequel il a fallu se construire. On en a tous. Moi, j'ai celui-là aussi. Est-ce que tu te sens aujourd'hui sur une bonne voie ? Tu te sens mieux ? Je n'ai fait que progresser. Donc ça, c'est super chouette et super encourageant. Il y a des jours où j'ai l'impression que tout est encore à faire, il y a des jours où j'ai l'impression que je suis qu'au début, il y en a d'autres où je me regarde avec un peu plus de bienveillance et de gentillesse et de « bon, ça va quand même, t'as fait pas mal de trucs !» Ça dépend des moments. Je me regarde avec plus ou moins de lucidité là-dessus. Je peux être très dure vis-à-vis de moi-même, parfois je suis un peu plus honnête, un peu plus gentille. J'essaye de faire ça, j'essaye d'être un peu plus gentille. Tu te sens épanouie aujourd'hui ? Oui, je crois que je l'ai jamais été plus qu'aujourd'hui. C'est vraiment ça n'est qu'une progression. Alors il y a les jours avec, il y a les jours sans, ça se fait pas sans accident de parcours, ça se fait pas sans pause, et puis des fois on se casse un peu la figure, mais en fait je ressens une espèce d'impatience parce qu'à chaque fois, hyper souvent je me dis waouh, j'ai quand même vachement avancé sur tel sujet, j'ai vachement avancé là en 2-3 ans, j'ai vachement avancé depuis telle dernière étape que je vois dans le rétro, et en fait c'est ça depuis des années, et du coup je suis hyper impatiente, je me dis mais voilà, moi dans 5 ans, mais ça va être dingue où je serai, la moi dans 10 ans, ça va être dingue où elle sera arrivée. Je suis plutôt impatiente. Encore une fois, il y a des jours où c'est un petit peu plus dur, mais globalement, j'ai le sentiment de cheminer. Et de cheminer dans une direction qui me ressemble de plus en plus. Je veux qu'on finisse là-dessus parce que c'est tellement positif d'expliquer que c'est pas une ligne droite et que c'est pas une ligne comme ça, qu'on n'est pas quelqu'un au départ et qu'on le reste toute sa vie, qu'on chemine, qu'on évolue et qu'on évolue dans le bon sens surtout, que plus on apprend à se connaître et plus on apprend à se faire plaisir dans la vie. Voilà, merci infiniment pour ce témoignage. Merci à toi. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.